À la une, l'incertitude plane toujours sur la Catalogne. Une semaine après le référendum d'autodétermination, les anti-indépendances font entendre leur voix. 350 000 à 1 million d'unionistes, selon les chiffres, se sont rassemblés hier à Barcelone. Une mobilisation inédite à quelques heures seulement d'un discours très attendu du président de la région, vous verrez. En quête d'alliés pour former une coalition, Angela Merkel durcit sa politique migratoire. Main tendue de la chancelière à son allié bavarois de la CSU. Dorénavant, les arrivées de réfugiés seront plafonnées à 200 000 chaque année, un compromis qui pourrait convaincre d'autres formations de se rallier au gouvernement. Et puis un nouveau procès s'ouvre ce matin en Turquie. La justice examine le cas de 143 militaires arrêtés après le putsch manqué. Les prévenus sont jugés pour leur implication dans les affrontements du pont d'Istanbul. Ce jour-là, 34 civils avaient perdu la vie, parmi lesquels le meilleur ami du président Recep Tayyip Erdogan. On y revient dans quelques instants avec notre correspondante Fatma Kizilboa. Vous regardez France 24, bienvenue dans ce journal. C'est une semaine cruciale qui s'ouvre donc aujourd'hui en Catalogne. D'ici les jours, voire les heures qui arrivent, le président de la région pourrait proclamer comme promis l'indépendance. Carles Puigdemont, qui s'exprimera demain soir devant le Parlement régional, s'est engagé à aller jusqu'au bout du processus. Si son offre de médiation à Madrid restait sans réponse, mais décidera-t-il d'aller à contre-courant d'une partie de sa population? Ce week-end, des centaines de milliers d'unionistes ont fait entendre leur voix à Barcelone. Une mobilisation, vous allez le voir, sans précédent. Sandrine Gomez. Je suis catalan, mais aussi espagnol, scande cette marée humaine de drapeaux rouges et jaunes. Tout le week-end, dans plusieurs villes du pays, comme ici ce dimanche, dans les rues de Barcelone, ces partisans de l'unité sont parfois venus de toute l'Europe. Et pour la première fois depuis le début de la crise, ils entendent bien montrer leur soutien à Mariano Rajoy. Dans toutes les têtes, un sentiment d'urgence avant qu'il ne soit trop tard. Le président de la région, Carles Puigdemont, doit prendre la parole mardi devant le Parlement régional. Et il pourrait déclarer l'indépendance, comme il le laisse entendre dans un entretien à la télévision catalane diffusé dimanche. Nous avons dit oui à toutes les possibilités de médiation qui nous ont été présentées. Les jours passent et si l'État espagnol ne répond pas de manière positive, nous ferons ce que nous sommes venus faire. Une déclaration d'indépendance unilatérale dont certains commencent à douter, tant la pression s'est accrue sur le président de la région, notamment des milieux économiques. Ces derniers jours, 2 grandes banques et des entreprises ont annoncé le transfert de leurs sièges sociaux hors de Catalogne. Des départs qui sème aussi le doute dans le camp indépendantiste. Si les élus du parti catalan préconisent de défier Madrid jusqu'au bout en déclarant l'indépendance sans plus tarder, dans l'entourage de Carles Puigdemont, d'autres appellent désormais à reporter toute déclaration d'indépendance. Sans doute craignent-ils que l'intraitable Premier ministre Mariano Rajoy ne mette ses menaces à exécution. Lui qui, dans une interview à un grand quotidien national ce week-end, n'écartait pas d'abattre sa dernière carte, l'article 155 de la Constitution qui suspend l'autonomie de la Catalogne. Il y a quelques heures de l'intervention de Carles Puigdemont, la France réagit. La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a rappelé aux autorités de Barcelone qu'en cas de sécession unilatérale, la France ne la reconnaîtrait pas. 2 semaines après sa victoire en demi-teinte aux législatives, Angela Merkel lâche du lest sur un dossier sensible et cher à la branche conservatrice de son parti. La chancelière vient effectivement d'accepter, et pour la première fois, l'idée d'un plafonnement annuel du nombre de réfugiés acceptés dans le pays. Le compromis scellé entre la CDU et le CSU de centre-droit pourrait servir de prélude à des négociations avec d'autres formations en vue évidemment d'une coalition. Marc Pope. Plafonner le nombre de demandeurs d'asile en Allemagne, Angela Merkel s'y était toujours refusée. Mais pour obtenir le soutien de la CSU et pouvoir constituer un gouvernement, la chancelière allemande a mis de l'eau dans son vin. L'accord trouvé dimanche entre les 2 formations prévoit la limitation à 200 000 par an du nombre de personnes accueillies pour raisons humanitaires. Un désaccord avec la CSU, son allié bavarois, qu'elle soulignait pourtant encore samedi face aux jeunes de son parti. Certains, dont moi, disent que la loi allemande sur les demandes d'asile, article 16 de la Constitution, ne mentionne aucune limitation et aucun nombre. D'autres, comme la CSU, disent que les problèmes entre l'asile et l'immigration se mélangent de plus en plus, que nos ressources sont restreintes et qu'il faut limiter les demandes d'asile à 200 000 par an.
Les détracteurs d'Angela Merkel l'accusent d'avoir fait cavalier seul en 2015 en ouvrant la porte à plus d'1 million de réfugiés sans se concerter avec ses partenaires. Depuis, les deux alliés historiques étaient brouillés. Fin septembre, Angela Merkel a remporté les élections législatives avec le pire score enregistré par son parti depuis 1949, un résultat qui la fragilise sur le plan politique et qui l'oblige à des compromis. Reste à savoir ce que penseront de cet accord les deux autres partenaires de la chancelière pour former une coalition, les libéraux, mais surtout les Verts, partisans d'une politique migratoire la plus ouverte possible. La crise des Rohingyas marquée par une énième tragédie. Un naufrage survenu près de Chaporeerdwip, à la pointe sud du Bangladesh. L'embarcation transportait des réfugiés partis de Birmanie. 12 d'entre eux, principalement des enfants, ont péri. Ce type d'accident dans la zone est fréquent alors que l'exode de cette minorité musulmane a connu un sursaut depuis fin août. Ils sont près de 520 000 à avoir fui la Birmanie en un peu plus d'1 mois seulement. Et ce procès hors norme qui s'annonce aujourd'hui au Nigeria, plus de 2300 membres présumés du groupe Boko Haram doivent comparaître à partir d'aujourd'hui à l'abri des regards. Ces procès inédits se tiendront, dit-on, dans le plus grand secret et dans différents centres de détention du pays. C'est le premier procès significatif du genre dans la région. En 8 ans, seules 13 personnes ont été condamnées pour appartenance au mouvement djihadiste. Justice toujours avec ce nouveau procès de putschistes présumés en Turquie. 143 militaires sont jugés aujourd'hui pour leur implication dans les affrontements ayant eu lieu sur le pont d'Istanbul. C'était le 15 juillet 2016, souvenez-vous. Les suspects doivent comparaître devant le tribunal de Silivri, près d'Istanbul. Ils encourent chacun jusqu'à 37 peines de prison à perpétuité. On retrouve notre correspondante Fatma Kizilboa. Bonjour Fatma. On se souvient, avant de vous retrouver, de ces images au lendemain du putsch manqué, des images d'un président Erdogan en pleurs lors de funérailles et pour cause, le soir de la tentative de putsch, 34 civils avaient péri, dont son meilleur ami ainsi son fils. Si ce procès s'ajoute à beaucoup d'autres, à une longue liste, il risque d'avoir une dimension toute particulière aujourd'hui pour Ankara. Absolument. Écoutez, on est en train d'assister à l'ouverture du procès donc de ces putschistes présumés qui ont donné la mort, qui ont provoqué la mort de 34 personnes ce soir, cette nuit du 15 juillet 2016 sur le pont du Bosphore, dont Erol Olçok, vous l'avez dit, qui était un ami et un proche collaborateur du président turc, Recep Tayyip Erdogan, depuis plus de 20 ans. C'était un homme qui était à la tête en fait d'une agence de publicité et qui avait cette particularité de s'être occupé de toutes les campagnes du président Erdogan, mais également du parti qu'il a fondé, celui de la justice et du développement. Donc effectivement, c'est un procès particulier. C'est également un procès particulier dans le sens où ce pont du Bosphore reste parmi les scènes les scènes qui ont le plus marqué cette nuit du 15 juillet 2016, avec une foule qui était descendue sur ce pont pour affronter les tanks de l'armée qui avaient répondu ainsi à l'appel du président turc Recep Tayyip Erdogan. L'acte d'accusation, il fait plus de 1000 pages et vous l'avez dit, le procureur demande d'ores et déjà des peines extrêmement lourdes qui vont jusqu'à 37 fois la peine de prison à vie pour certains de ces accusés. Fatma Kizilboa en direct d'Istanbul. Merci beaucoup Fatma. Eux continuent de s'agenouiller, n'en déplaise à Washington. Ce dimanche, alors que l'hymne national était entonné, une vingtaine de joueurs des San Francisco ont posé genoux à terre. Dans la tribune, le vice-président Mike Pence, qui était venu soutenir l'équipe des Colts, a tourné les talons et quitté le stade totalement outré. Ethan Hadji. Voilà, vous le voyez ici en train de quitter la région. Mike Pence qui a été soutenu immédiatement par le président américain Donald Trump. Je lui avais demandé de se retirer. En cas de tel scénario, a-t-il réagi sur son compte Twitter. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. D'ici là, rendez-vous sur notre site internet www.france24.com. L'info en français, en anglais, en arabe et en espagnol également. À tout à l'heure.